Je suis vigneron depuis que je suis tout petit. On est à peu près à une quinzaine d'hectares convertis en agroforesterie. Donc là, on est sur la parcelle du Lagenberg. Sol très sableux, très asséchant. Toujours en fait, le domaine était en chimie quoi. Je faisais un peu de la viticulture en mode robot. Pour la PAC, ça les dérange pas. Il faut juste que tu déclares ta zone de biodiversité. Mais après, même si un jour ils disent ouais bon, un arbre n'a rien à foutre dans les vignes, bon, ouais, bah, je me mets en de France, hein, c'est pas grave. Les gens ils savent pas ce que c'est de l'agroforesterie. Quand on va au boulot, il fait nuit et quand on rentre, il fait nuit. On n'a pas besoin de mettre d'insecticides dans la grappe. On n'a plus vraiment le souci de nématodes parce que justement les sols commencent à être vivants. Un parmesan. Tu veux que ça ait un goût de parmesan. Si tu vas aller vite, effectivement, tu fous une dent dans le sol. Mais du coup, ton sol, il n'est pas en bonne santé, quoi. Les ressources, pour plein de formations, c'est vers de terre production. Ça, c'est 30 ans de mauvaises pratiques. Un peu de la connerie, quoi. Ça, c'est mon courson de l'année dernière, la baguette à fruits. Ça, c'est mon courson de cette année. Donc, je couperai ici. Et il restera ça. Et ma baguette à fruits l'année prochaine. Je suis vigneron depuis que je suis tout petit. Et j'ai appris par mon grand-père la viticulture. Donc le domaine, je suis la 4e génération. Et j'ai toujours travaillé sur le domaine. Et donc c'est à partir de là, à partir de 2014, que j'ai pu commencer vraiment à faire du 100% bio, donc plus d'intrants, etc. Et après j'ai poussé sur la biodynamie, les vins nature, l'agroforesterie. Donc aujourd'hui, bah voilà, avec le temps, j'en suis là. Donc j'ai converti donc sur les 27 hectares, on est à peu près à une quinzaine d'hectares convertis en agroforesterie. Donc là on est sur la parcelle du Lagenberg, donc on est environ à 400 mètres d'altitude. Et on est sur un terroir granitique et donc des sols très sableux, très asséchants, très pauvres. Et donc là on a planté sur cette parcelle, donc elle fait 10 hectares, c'est tout le coteau. Et là, on a planté en quinquance tous les 10 mètres, un auget en arbre champêtre. Donc dans l'espérance, un jour, les étés caniculaires, d'aller ramener un peu d'ombre, de changer un peu le climat, de rafraîchir un peu le milieu, et puis d'apporter de la biodiversité, de la fertilité, donc remonter les eaux, voilà des choses qui nous manquent aujourd'hui, et surtout du vivant. Pour les sols, quoi. Des échanges mycorhiziens, enfin tellement de choses que peut apporter l'arbre, quoi. Alors là c'est un premier système parce que c'est en terrasse, donc il n'y a pas trop le choix de faire comme ça. Je voulais pas le planter dans la rangée parce que du coup si vraiment une génération ou même moi j'ai envie d'un moment donné passer avec un enjambeur ou quelque chose, voilà, je serais pas embêté avec un arbre. Là j'ai planté sur les terrasses, ça me permet de toujours pouvoir circuler dans tous les cas. Et puis ouais, ça me dérange pas du tout comme ça. Et après, on a un autre système, donc c'est tout ce qui est parcelle en plaine. Là, c'est un peu foutu différemment. On a arraché 2 rangées, donc sur 10 mètres de long, entre 10 et 12 mètres. Donc en largeur, ça nous fait environ 5-6 mètres de large. Et on a planté au milieu vraiment une haie champêtre. Donc on est venu mettre du buisson, de l'arbuste et du auget en ligne. Et l'idée, en fait, c'est de faire vraiment du bosquet dans la parcelle. Et donc on a planté ça tous les 50 mètres. Et en quinquance tous les 10 mètres, donc ça fait un vrai damier vu du ciel. Et en fait, dans l'idée, c'est d'avoir des auxiliaires qui puissent circuler d'un îlot à l'autre. Donc on est toujours cette communication du vivant, et qu'un jour, il y a ce système aussi qui communique avec la mycorhize. Pour ça, on a quand même assez rapproché les îlots. Donc c'est pas de l'agroforesterie vraiment dans la ligne. On vient chercher vraiment un maximum de hauteur foliaire sur un tas, quoi, pour accueillir un maximum de choses sur un îlot, quoi. Le fait en fait de mettre juste un auget sur une ligne, pour moi, ça apporte juste un peu d'ombre, mais pas trop d'auxiliaire, quoi. Le fait de vraiment mettre en masse et plusieurs niveaux, c'est plus intéressant, quoi. Déjà, pour trouver des plants locaux, c'est très compliqué. Donc, on est passé par les Heavy d'Alsace, qui eux, quand ils font une commande, ils arrivent à avoir les plants. Et en plus, grâce à eux, on a pu être subventionné de la plantation. Ils nous ont aidés à trouver des gens pour venir planter sur nos parcelles les arbres. Donc c'était un gros coup de pouce. Et après on a eu les conseils de gens qui justement avaient un peu d'expérience là-dedans. Donc ils nous ont quand même conseillé, par rapport moi à ce que je pensais, de mettre que du champêtre. Donc nous on est vraiment parti là-dessus pour pas faire de la récolte de fruits ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour chercher à faire de la fertilité naturelle et pouvoir tailler l'arbre un peu comme on veut, même si une fois on va le tailler sévère, ça va pas être si grave parce que les arbres champêtres sont quand même très résistants.
Voilà, on a eu un peu ce retour d'expérience grâce aux FVU d'Alsace. Et aujourd'hui, on est, voilà, grâce un peu à leur vécu, on a pu aller plus vite, quoi. À l'époque, donc dans les FVU, c'était Jacques de Temple qui s'occupait. J'ai pas mal. Lui, il était vraiment passionné de l'arbre, quoi. Donc tout de suite, ça a bien matché entre nous et il a bien compris ce que j'avais dans la tête. Et très vite, on a trouvé ce plan, comment on allait implanter l'arbre dans la vigne, quoi. Je lui expliquais que le fait déjà de créer des îlots, il y a toujours moyen de passer avec un tracteur, sans problème, mais on peut enjamber la rangée. On peut faire comme sur une parcelle conventionnelle si on veut, bon, sauf pas passer avec une machine à vendanger. Mais sinon, on est libre de faire ce qu'on veut, quoi. Donc voilà, et grâce un peu à cette expérience-là, on a pu imaginer cette façon de faire de l'agroforesterie, quoi. Protection du vent, après aussi protection des gelées de printemps. Parce qu'il faut savoir que le jour où on a vraiment une grosse masse de bois en place, et tout ce vivant va véhiculer de la sève qui vient du sol, qui est beaucoup plus chaude que l'atmosphère. Et on imagine que ça va, dans tous les cas, réguler peut-être pas de 3 degrés, mais peut-être de 1 degré. Et des fois, 1 degré, ça suffit pour éviter que ça gèle ou qu'il y ait des dégâts, quoi, tout simplement. Donc c'est encore une fois quelque chose de positif. On va dire le seul point négatif qu'il va y avoir à l'avenir, c'est l'entretien, quoi. Mais ça encore, quand on aime les arbres, il n'y a aucun problème, on fait avec plaisir, quoi. Mais derrière, pour moi, il n'y a que du positif sinon, quoi. Des saisonniers qui viennent pour le palissage, les bourgeonnages, les vendanges, la descente du bois. Donc finalement, quasiment toute l'année, on a des saisonniers, mais on a nos 5 personnes, voire 7 personnes en temps plein, quoi. Ça dépend. Les vendanges, on est une vingtaine de saisonniers. Et pour les bourgeonnages, on demande au moins 5 personnes. Et après, pour le tirage du bois, c'est environ 2 personnes tout l'hiver. Et puis voilà, quoi. Il y a des vignes que mon grand-père a plantées, que mon arrière-grand-père a plantées. Des vignes les plus vieilles ont 80 ans. Sur le Lagenberg, encore la vieille vigne, donc les premiers rouges de Saint-Hippolyte qui ont été plantés à Saint-Hippolyte, donc c'est des pinots noirs, qui ont aujourd'hui 64 ans. Donc voilà, c'est des belles parcelles donc que nous on préserve, qu'on rajeunit en fait avec notre philosophie, quoi. Et donc c'est super intéressant d'avoir ces parcelles-là parce que ça donne des qualités complètement différentes des jeunes vignes de 20 ans, quoi. Et après, à côté de ça, moi je rajeunis quelques parcelles vraiment mal plantées ou alors avec une génétique qui n'était pas vraiment géniale, quoi. Mais sinon, je préserve mes vieilles parcelles, quoi. C'est important, quoi. À l'époque, mon grand-père, il plantait que des sélections massales, ça n'existait pas le clone. Donc on a quand même des génétiques très intéressantes. Donc finalement, à garder. Et dans le temps, voilà, si on arrache une parcelle, on perd cette génétique. Donc c'est super intéressant finalement de préserver ça, quoi. Le domaine était en conventionnel depuis tout le temps. Depuis toujours, en fait, le domaine était en chimie, quoi. Et comme moi, je suis arrivé sur le domaine, je faisais un peu de la viticulture en mode robot, tu vois. Enfin, c'est tous les jours, tu fais la même chose, tous les ans, tu fais la même chose. Et tu t'ennuies très vite dans un monde comme ça, quoi. Et du coup, j'ai commencé à semer un peu d'herbe. Donc là, c'était déjà la folie, quoi, planter de l'herbe. Puis après, on a arrêté tout ce qui était systémique, quoi, insecticides, voilà, petit à petit, quoi. Donc ça, c'était dans les années 2010, 2013, quoi. Et après, du jour au lendemain, quand j'ai pu vraiment récupérer le domaine, on a vraiment arrêté toute cette chimie. On est passé directement. Pour les vignes, c'était un peu un coup dur parce que je suis très dans l'extrême. J'aime pas faire des essais, j'aime pas perdre de temps. Donc je suis allé franco. J'ai fait ce que je pensais. Donc j'ai laissé l'herbe partout et puis j'y suis allé, quoi, en mode nature, direct. Et puis après, j'ai appris à comprendre certaines erreurs quand on laisse l'herbe toute l'année, à quel moment il faut quand même passer un rouleau faca, des choses comme ça, quoi. Et donc ça m'a pris quand même une bonne dizaine d'années à comprendre. Et aujourd'hui, j'apprends encore. Donc on n'a jamais fini d'apprendre, quoi. Mes itinéraires techniques, comment expliquer, chez nous, c'est simple, on fait du zéro labour. Donc dans l'idée, au niveau du sol, il n'y a pas grand-chose, à part qu'on fait des semis directs. Donc on plante des graines dans les vignes là en ce moment. Et au printemps, on se retrouve avec une belle biomasse. Donc des plantes quand même assez hautes. C'est un peu fait pour, quoi, ces graminées-là.
qu'on vient rouler au sol début juin. C'est vraiment juste avant la fleur de la vigne. Donc au moment où la vigne a quand même besoin d'azote et d'eau, on vient passer ce Rolofaca. Donc ça crée un paillage au niveau du sol. C'est la seule chose vraiment qu'on fait durant l'année sur le sol. Après, sur les vignes, comme dit, là où il y a le plus gros travail, c'est sur la taille. On est sur une taille physiologique. Et derrière, on fait de l'ébourgeonnage. Il y a un gros travail vraiment pour réguler le rendement, pour faire entrer la lumière, espacer la végétation. Et tout ce travail-là se fait manuellement. C'est impossible avec une machine, quoi. Donc, ouais, c'est long. Mais finalement, c'est génial parce qu'au bout, on se retrouve avec une taille qui est beaucoup plus facile derrière, des raisins de meilleure qualité, beaucoup plus mûrs au niveau phénolique, pas forcément beaucoup de sucre. Donc c'est beaucoup plus équilibré, même dans des années très compliquées, quand on a des grosses sécheresses, etc. On n'a pas des plantes qui stressent, on a des plantes qui sont toujours en bonne santé, on n'a pas de chute d'apex, des choses comme ça comme avant. On fait plus de rognage, tout est tressé. Voilà, on essaie de tout faire manuellement, quoi. Donc plus faire rentrer de tracteur, plus de tassement de sol, voilà, on pense à tout ça, quoi. Pour moi, il n'y a pas de facteur limitant parce que si vraiment un jour je me retrouve sur un rendement qui va trop loin, par exemple, par rapport à l'appellation de l'Alsace, sur ces parcelles-là, je me déclasse et je fais du vin de France, quoi. Et si un jour j'y arrive en faisant de l'autofertilité, ce qui m'étonnerait, mais si un jour j'y arrive, je serais fier de rentrer les raisins, je ne le laisserai pas dehors, quoi. Donc je déclasserai ces parcelles-là en vin de France, tout simplement. Mais voilà, il y a quand même moyen de faire des jolis rendements. Après, nous, on est quand même sur des rendements minimum. On cherche quand même à faire un minimum de 30-40 hectolitres-hectares. Ça, c'est le rendement minimum qu'on cherche. Après, il y a des vignes qui montent à 50-60 sans problème, hein. Et puis, plus on avance dans le temps, même sur des années chaudes comme 2022-2023, on arrive à avoir des jolis rendements. De plus en plus, quoi, ça vient. Même cette année, avec des gros problèmes de mildiou, quoi. On a bien tenu la maladie. On sent que la plante est plus résistante. Parce qu'on ne met quasiment rien, nous, en phyto. On travaille vraiment avec beaucoup des tisanes, des têtes de compost. On travaille vraiment avec le maximum de naturel. Donc, c'est vrai, on fait beaucoup de sorties. Donc, cette année, on a traité une dizaine de fois, quoi. Mais avec des produits naturels et ça se tient, ça fonctionne. Et avec une vigne comme Moselle, ce serait juste impossible, quoi. C'est quasiment toutes les semaines un traitement, quoi. Et des fois, ça peut être même 2. Selon les pressions de maladie, si vraiment il fait que de pleuvoir, on va sortir 2 fois par semaine. Et après, des fois, pendant 10 jours, on ne va pas sortir, quoi. Ça dépend vraiment de ce qui se passe. Des sorties de mildiou, la pleine lune, quand est-ce qu'elle arrive? Est-ce que la pleine lune, ça va être dégagé la nuit? Est-ce qu'il y a des conditions favorables au mildiou à ce moment-là? Tout ça, il faut y penser. On sait que quand il y a une pleine lune dégagée, tout est humide, il y a des explosions de mildiou à ce moment-là. Donc on protège avant et après, quoi. Là, on est hyper strict. Et voilà, ça fait des sorties, c'est sûr, quoi, mais derrière, on travaille quand même avec des produits naturels, quoi. Et voilà, ça se tient. Comme dit, on travaille sur la résistance de la plante, quoi, tout le temps. On gère sur un redox, tout simplement. Ça veut dire que nous, nos sols sont toujours couverts. Il y a toujours de l'herbe. On fait du tressage, donc il n'y a pas de rognage, on ne fait pas de stress. On garde un maximum de surface foliaire, il n'y a plus d'effeuillage. Donc l'idée de faire ça, c'est vraiment pas d'oxyder la plante. Et quand on ne met pas de phyto aussi, quand on ne met pas un cuivre oxydant sur la plante, on ne vient pas l'oxyder. Donc on travaille toujours sur un bon redox pour la plante pour qu'elle soit en bonne santé. Donc naturellement, on ne l'affaiblit pas, quoi. Elle est toujours résistante, en fait. Les mesures de redox, on ne le fait pas, c'est plutôt assez visuel, hein. On sait que voilà, pour faire tourner la batterie, il faut laisser les feuilles, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Et la seule chose qu'on va faire peut-être, c'est, par exemple, si on fait un thé de compost, c'est tester la sève, est-ce que ça a pris, est-ce que le thé de compost a fonctionné. Voilà, ça c'est quand même assez important de se dire, est-ce que l'apport qu'on a fait a fonctionné. Donc il suffit de contrôler les sèves et on voit si ça a bougé avant et après, quoi. Du coup, sur la parcelle où on ira tout à l'heure, qui est en plaine, qui est tout en bas en plaine. C'est la parcelle du Bridgeweggraben, donc une parcelle qui fait environ 3 hectares. Donc là-bas, on a planté pour la première fois les îlots. C'était sur l'hiver 2020. Et donc avec l'accompagnement des Vives d'Alsace. Et cette partie ici, pareil, on l'a plantée 2 jours après. Donc ça, c'était sur un millésime, on va dire, 2020, c'était quand même un millésime
chaud, donc j'ai quand même pas mal de mortalité. On a tout recomplanté. 2021, année très très pluvieuse, donc j'avais un bon 20% de mortalité, alors qu'on les a arrosés et tout. Enfin, voilà. On n'est pas censé arroser un arbre, hein, parce qu'on avait quand même mis un bon 100 litres de copeaux de bois, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Mais sur des millésimes comme ça, sur des sols très sableux, si on met vraiment pas d'eau, il faudrait donner 30 litres par semaine, quoi. Si vraiment, il faudrait être efficace, mais on ne peut pas le faire, ça. C'est impossible, on ferait que ça sinon, quoi. Et donc, on avait quand même de la mortalité. Après, l'année d'après 2021, trop d'eau. Donc, finalement, ça n'a même pas vraiment poussé. C'était un peu l'extrême dans l'autre sens, quoi. Et après, maintenant, ça commence à venir, mais ça prend du temps, quoi. Par rapport à ces aléas climatiques, quand même, qui sont très... soit trop d'eau, soit pas d'eau, quoi. C'est plus comme avant, où on a un peu d'eau, un peu de soleil, un peu d'eau, un peu de soleil. Ce serait parfait, ça, comme avant. On irait beaucoup plus vite, mais voilà. Et après, du coup, une fois qu'on avait fait ces plantations-là, on a vu que ça fonctionnait quand même, que c'était pas non plus trop d'entretien, donc on a continué sur nos jeunes plantations. Tous les ans, on faisait environ 2 voire 3 hectares de plantations en plus, quoi. Des fois beaucoup plus, voilà. Jusqu'à en arriver à ces 15 hectares en agroforesterie. Après, je dis 15 hectares, mais je crois qu'on est un peu plus. C'est vrai qu'on n'a pas tout calculé, parce qu'on a encore fait des plantations là, il y a une semaine, même pas là. Donc on a planté une parcelle d'hybrides, donc avec 25 hybrides différents, où là on a fait le même schéma que sur la partie du Bruchweggraben avec des îlots. Et juste là-bas derrière, là on voit là, la partie Burgraben, là on voit la tâche là. Là pareil, c'est 70 arbres en hybride aussi, de résidus, qu'on a planté l'année dernière. Là on a aussi fait en îlot, quoi. Donc voilà, petit à petit, toutes les parcelles. Mais on imagine en tout cas faire toutes nos vignes avec ces îlots-là. Ça a plus de sens que d'arracher une rangée, de faire une ligne d'arbres, quoi. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse dans tous les cas les nouvelles plantations environ 2 ans en jachère. Donc on fait des jachères nourricières. On sème 2 fois. Donc je sème à l'automne en engrais vert traditionnel, que je viens en fait directement semer du sorgho dans l'engrais vert. Donc je le laisse haut, je le broie pas, quoi. Sinon je fais du bois, je le sème directement dedans. Et en été, même quand c'est sec, le sorgho il pousse, quoi. Il perce en fait la paille. Donc je me retrouve avec vraiment quelque chose de très dense. Et après, je sème directement dans le sorgho de nouveau. Donc je fais ça 2 ans. Et ensuite, simplement un petit coup d'air rotative juste avant de planter. Et sur la partie Burgraben, j'étais encore allé plus loin parce que là, j'avais planté mes engrais verts, j'ai planté dans l'engrais vert. Là, c'était un peu compliqué au niveau entretien parce que là, on s'est retrouvé avec des plantes quand même qui prenaient très vite le dessus. Et voilà, c'est une belle expérience, quoi. Et après, concernant les arbres, il n'y a pas grand-chose à faire. On a quand même des sols très ameublis par les plantes. Donc on vient avec une pioche et on fait un trou. Ça se creuse super bien, c'est de la semoule, hein. Donc en plus, c'est des sols granitiques. Voilà, c'est très facile à planter, quoi. Et derrière, on rajoute par plan, il faut toujours se dire ça, par plan, un bon 100 litres de paille et de copeaux, quoi. Il faut mettre la dose, quoi. Comme ça, alors pas forcément l'enterrer, quoi. Il faut vraiment mettre autour. Un bon mètre carré bien étalé pour qu'il n'y ait pas de concurrence, quoi. Un arbre coûte environ 3,50 €, voire 5 € selon les plants. Par les vifs, c'était un peu moins cher dans tous les cas parce que c'était subventionné. Mais là maintenant, toutes mes nouvelles plantations, je les achète. Ce qu'on fait nous. Après un sachet pour les Auget, c'est entre 1,50 € et 3 €. Faut 2 piquets du coup pour tenir ces sachets. Un piquet coûte 1,70 € environ. Et après on a les buissons et les arbustes. Alors ça, avant on mettait 2 petits bambous et une petite grille, un petit grillage pour éviter que le chevreuil vienne les manger. Sauf que ça attire les chevreuils, donc on a arrêté d'en mettre. Donc on met plus de protection pour les buissons et les arbustes. Et c'est très résistant, elle peut même être brouté à ras, ça repousse tout le temps, quoi. Donc finalement ça ne nous dérange pas et ça évite d'avoir des plastiques là qui se dissouent un peu partout, quoi. Donc on met plus rien, quoi. C'est juste les Auget où vraiment là il n'y a pas le choix. Parce que si on laisse un tronc monter, le chevreuil vient, il va grignoter autour, l'arbre il meurt, quoi. Donc ça, il n'y a pas le choix, il faut le protéger. Et après au niveau du coût du BRF, nous ça ne nous coûte rien parce qu'on a des forêts, on fait du bois tous les hivers. Et du coup on a un broyeur à bois, on fait des mètres cubes, là on en a un peu derrière là, de BRF. On a des mètres cubes de BRF, quoi, tous les ans. Et tout ça, on apporte aux arbres, quoi. Ou même des pieds de vigne morts,
des voisins, parce qu'ils ne veulent pas les réintroduire dans les parcelles à cause de l'ESCA. Nous, on récupère tout, on broie tout et on met ça au pied des arbres, quoi. Tout ce qu'on voit là, tous les chênes, c'est que du chêne Cécile. Les autres chênes, ils ne tiennent pas le coup ici, et ça meurt. Pommes, poires, il y a du chêne, châtaignier, il y a du noyer. C'est du noyer commun, mais quand même, il pousse, mais il reste petit, mais il pousse. Donc on l'a remis ici. Il y a de l'érable champêtre, il y a un peu de hêtre, du charme, pas du merisier. C'est un sol blanc, pourquoi pas, quoi. Des fois, il ne faut pas forcément mettre les pieds dans l'eau, quoi. Il suffit d'avoir une petite veine d'eau et ça peut passer, quoi. Après, d'aubépine, hein. On a pas mal d'aubépine. Alors avec un aubépine, moi je savais pas, mais on peut faire un bel arbre. Et il m'avait dit, même si un jour ça te saoule d'avoir des épines partout, tu le coupes et tu greffes du pommier dessus. C'est un bon porte-greffe pour les pommes, les poires, donc pourquoi pas, quoi. J'ai essayé déjà des oliviers. Après, on allait sur des arbres d'ornement, du style des chênes saules, des chênes rouges d'Amérique, des hêtres, mais pareil, hein, les beaux hêtres qu'on voit dans les parcs. Ça donne envie quand on les voit. On dit pourquoi pas tester, quoi. Donc on le met dans un endroit où on s'imagine qu'il y a un peu plus de fond et hop, qu'il y a de l'espace autour pour faire un... Bon, je serai plus là, que dans 100 ans, il se soit cool, quoi. Et enfin voilà, c'est souvent quand je suis en balade dans des beaux endroits et j'ai la chance d'avoir des petites pancartes sur l'arbre, hop, je prends une photo et je me dis, bah tiens, je vais en prendre une cinquantaine et puis j'en plante à gauche à droite. C'est un peu ça l'idée. Après, on a mis du mimosa aussi. C'est très sensible en hiver, mais ça repousse en été. Donc le jour où il sera résistant, il fera son truc, quoi. Je préférais faire comme ça pour avoir une diversité de choses et pas prendre du sélectionné forcément pour faire de l'olive. Vraiment pouvoir, en général, quand on plante vraiment de la diversité comme ça, il y a quand même des choses qui résistent plus que d'autres. C'est pour ça qu'on est parti là-dessus. On a vraiment pris des tout petits, quoi. Et là, on a complanté tout sur le Lagenberg, on en a encore mis en plaine. On verra comment ça fonctionne, quoi. Là, cette année, c'est surtout parti sur l'olivier, quoi. Sur les jeunes plantations, là, quand c'est comme ça, là, ça fait maintenant depuis 2020, on doit passer 2 fois dans l'année. Tu dois remettre un sachet parce que tu as un chevreuil qui est venu, il a crusté un arbre, il se fait les cornes dessus, tu arraches tout. Voilà, il faut remettre un sachet. Après, il faut une fois dans l'année quand même aller tailler dedans. Donc si tu as de la ronce, si ça a trop poussé bas, hop, tu le nettoies un peu. Mais tout ça, ça nous prend une bonne semaine, on va dire, printemps et automne. Une bonne semaine à 4. Sur l'entretien maintenant de tout, quoi. Ce qui reste assez raisonnable, quoi, je veux dire. Je me dis que si j'ai un arbre qui est bien en place, qui a été bien implanté, j'aurai aucun problème de concurrence. Si tu plantes un arbre sur un terrain nu, labouré, ton arbre, qu'est-ce qu'il va faire? Il reste là où il y a à manger, il reste au-dessus, quoi. Donc après, tu ne peux plus planter de vigne sur un arbre qui a été mis en place sur un sol nu. Il faut toujours penser, tu mets d'abord ta vigne, tu laisses pousser, tu mets une couverture au sol bien dense, bien en place, pas une bricole, hein. Un truc voilà, où tu as laissé, tu n'as rien touché. Et c'est qu'à partir de là que tu peux planter un arbre. Ça, c'est comme ça que je le vois, parce que un arbre, s'il a de la concurrence quand même autour, s'il a de l'herbe, il ne va pas chercher à s'étaler comme ça, quoi. Il va descendre, il va chercher de l'eau ailleurs, quoi. Un peu comme la vigne. La vigne, on nous a toujours dit, il faut labourer, il faut couper les racines pour que les racines descendent. Il suffit de mettre de l'herbe, c'est pareil, hein. T'as pas besoin de... Là, tu prends une pioche, tu creuses à côté du pied de vigne, tu trouves après une racine, quoi. Et naturellement, sans rien faire, le boulot se fait naturellement, quoi. En fait, du fait après aussi que l'arbre va pénétrer dans le sous-sol, ça va être des eaux que la vigne n'arrive pas à capter, que l'arbre va le remonter. Et après, c'est tous ces échanges de mycorhizes qui font qu'il y a ces échanges d'eau, de nutriments, de plein de choses, quoi. Donc l'autofertilité, c'est soit tu y crois, soit tu y crois pas. Et si tu fais pas tout correctement, ça marche pas, quoi. C'est simple, c'est sol couvert tout le temps et pas planter un arbre sur un sol nu avant de planter la vigne, quoi. Par contre, nous, quand on passe en été sous l'arbre, je peux te dire que ça fait bizarre. Même quand tu passes en tracteur, là, tout de suite, tu sens le petit coin d'ombre, quoi. C'est incroyable. Mais rien que ça, c'est un plaisir. Je m'imagine le jour où on aura des petits coins d'ombre un peu partout. Tu vois, le taille comme il est propre, hein. Là, j'ai fait ça avant les vendanges pour que les gens ils puissent passer le raisin, quoi, d'une ligne à l'autre. Tu serais venu en été, là, j'avais une masse, tu voyais même pas les arbres, hein, tellement que c'était... Parce que bon, il faut aussi s'imaginer, l'agroforesterie, c'est visible, hein, mais sur les talus, c'est rempli de trognes, hein, des trognes qui ont 40 ans, quoi. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant. On a de la trogne au sol
Et quand on laisse du printemps jusqu'à maintenant, on peut avoir des arbres qui font 3-4 mètres en un an. C'est hyper vigoureux, hein, une trogne. Et ça, quand on le broie, pareil, hein, si on le broie au bon moment, pareil, on met du carbone au sol, on l'enfuit pas au sol, on le pose juste, il est juste broyé sur le sol, et là, on stocke le carbone aussi. Hein. Visuellement, c'est fait très conventionnel parce que voilà, on vient de le faire, mais si on vient en vendange, vraiment, on a les ronces, les arbres qui sortent. Même pour la PAC, ça ne les dérange pas, il faut juste que tu déclares ta zone de biodiversité, mais ne te le sortes pas de ton CVI ou quoi que ce soit, quoi. Pour l'instant, on n'est pas trop embêté, quoi. Après, même si un jour ils disent ouais bon, un arbre n'a rien à foutre dans les vignes, bon, je me mets en vin de France, hein, c'est pas grave. Je veux dire, nous aujourd'hui, les clients ils savent comment on travaille, on a une philosophie bien à nous. Le cahier des charges, hein, c'est un cadre, c'est un peu une cellule, c'est une prison, quoi. Et nous, on aime bien faire ce qu'on veut et voilà, on se sent pas bien non plus dans un cahier des charges. Donc si un jour on nous dit de sortir, pas grave, on en sort et puis voilà, quoi. Je crois pas qu'il y aura une concurrence avec l'arbre. C'est même, vu comme c'est fait, ça va pas, il n'y aura pas de problème de concurrence. Là où vraiment on peut avoir un souci, c'est sur la mauvaise gestion de l'arbre, c'est-à-dire si on n'a pas mis assez de diversité. Par exemple, on va dire ici on partirait qu'avec du chêne. Là, le point négatif qu'on pourrait avoir, c'est qu'il n'y a rien à manger à un moment donné dans les chênes. Et du coup, les oiseaux, ils vont se réfugier là-dedans et ils n'auront que la vigne à bouffer, quoi. Donc là, il peut y avoir un problème. Par contre, quand on met de la diversité, et sur chaque arbre, tu vas avoir quelque chose à manger. Bien sûr, tu auras les auxiliaires où les oiseaux vont s'en nourrir. Mais les fruits, quand même, sur les arbres, c'est important quand même de se dire, si tu mets cette diversité, quand même, tu as toujours quelque chose à manger pour les oiseaux, qui n'est pas que du raisin, quoi. Et on s'en rend compte que justement sur la partie Bruchweggraben, les arbres sont un peu plus développés qu'ici parce que c'est un peu plus riche. Et on commence à avoir des arbres qui accueillent des oiseaux et on n'a pas de raisins qui sont mangés autour. Parce qu'on a les buissons, les arbustes, où il y a des églantines dessus, plein de petites baies, ils restent là-dedans en fait, ils vont pas plus loin. Donc la gestion des prédateurs, faut la voir comme ça, avec de la diversité, quoi. Tu peux avoir quelques baies un peu mangées, mais ce ne sera jamais des rangées. Là, tu vois, on a un seul arbre, merisier, quoi. Lui, en fait, il t'accueille beaucoup d'oiseaux parce qu'il est seul et puis à un moment donné, il n'y a rien à manger là-dedans. Et c'est pas lui qui va qui va faire venir de l'auxiliaire. C'est un arbre, il est seul. T'as pas d'auxiliaire, non, t'as rien. En fait, l'oiseau, il est comme dans un désert ici. Et là, du coup, il plonge là et tu vois, il y a encore les rafles. Là, sur la vigne. Tu vois les squelettes du raisin là sur la vigne. Ouais. On l'a pas vendangé parce que les oiseaux avaient tout mangé. Plus de diversité. Si ici il y avait vraiment un gros buisson là, un gros tas de ronces, il y aurait déjà quelque chose et l'oiseau il ferait autre chose, quoi. Et il irait pas forcément là-bas pour manger, quoi. Les gens ils savent pas ce que c'est de l'agroforesterie et ils comprennent même pas pourquoi on le fait et pour l'instant vu qu'il n'y a rien de visible, quand ils viennent ici ils comprennent pas. Là tu as des sachets noirs, ça n'a pas de gueule, quoi. Donc le jour où vraiment il y aura quelque chose en place et que surtout dans le vin ça va se ressentir, là ce sera peut-être valorisant, mais aujourd'hui ça n'a aucune valeur, quoi. Alors on a fait une cuvée symbiose avec un arbre sur l'étiquette, parce que c'était notre première parcelle qu'on a fait comme ça, on était fiers quand même de le représenter. Mais les gens ça les impacte pas du tout, quoi. Tu vends une bouteille de nature traditionnelle, pareil. On vinifie tout nature, hein. C'est pour ça qu'il y a un gros travail dans les vignes. Aujourd'hui qu'on est en physio et sur le gros travail d'ébourgeonnage, étalement de la végétation, donc les raisins ne se touchent pas, il n'y a pas de problème de pourriture sur les raisins. Ça évite aussi d'avoir des problèmes de Suzuki, de mouches, tout ce qui est exposé un peu à la lumière. Les insectes ils aiment pas, quoi. Ils aiment bien les milieux confinés et humides. Enfin, voilà, en fait, on se retrouve aussi avec des raisins, beaucoup moins de raisins coupés, des raisins beaucoup plus gros, plus gorgés en jus, sur un millésime très sec. Quelqu'un qui a fait des grosses arcures, qui laisse tous les raisins, tu vas avoir genre 32 raisins, 35 raisins, mais genre plein de pépins, enfin remplis de pépins, chaque baie fait des pépins, et avec très peu de jus. Donc ça va te faire des vins beaucoup plus durs, plus compliqués à boire. Et donc là, il faudra être bon en vinification pour un peu assouplir tout ça. Faudra rajouter un peu de choses, machin, pour que ça se passe bien, quoi. Nous, l'idée qu'on a, c'est de pas du tout intervenir en cave. On arrive encore à investir. Parce que, comme dit, je ne cours pas après les subventions, les choses comme ça. On essaie d'être assez indépendant aujourd'hui. Du travail, il y en a tout le temps.
Si on voudrait, on travaillerait même le dimanche, parce qu'on a toujours des choses à faire. Après, dans les vignes, nous, on fait entre 40 et 45 heures par semaine. Quasiment tous les gens du domaine font ces heures-là. Et puis, les saisonniers, c'est plutôt 35 heures. Voilà, donc le samedi, dimanche, en général, on est libre, mais des fois, le samedi, ils viennent aussi, quoi, selon le travail, la pression qu'il y a, quoi. Voilà. Après, les vacances, c'est toujours le problème, hein. On prend des vacances dès qu'on peut, quoi. Mais on ne prend pas autant de vacances qu'une personne normale, quoi, on va dire. En hiver, on fait 40 heures. On travaille du lundi au vendredi. En fait, quand on va au boulot, il fait nuit, et quand on rentre, il fait nuit. C'est ça. Voilà, on ne peut pas faire plus. Nous, on n'a pas besoin de mettre d'insecticides dans la grappe. On fait plus ça depuis maintenant 2011, les insecticides. Et nous, on n'a vraiment pas de soucis, je touche du bois peut-être, mais on n'a vraiment pas de soucis des vers de la grappe, toutes les choses que les gens ils balancent des insecticides 2 fois dans l'année. Ils mettent de la confusion sexuelle, des hormones dans l'air qu'on n'a pas besoin de respirer, mais ils en foutent partout et ils sont encore fiers de le dire, quoi. Enfin, tout ça, moi, je suis pas d'accord. Il y a plein d'autres moyens d'éviter tout ça, quoi. Et après, un ravageur, moi, mon plus gros ravageur, c'est le mildiou dans les années compliquées. Mais je suis en train de réussir à le maîtriser avec des choses simples. Mais je n'ai plus besoin vraiment de phyto, quoi. Et on est en train de se rendre compte qu'en fait, la plante, si on lui donne une résistance et qu'on réfléchit un peu, qu'on travaille intelligemment, quoi. Bien sûr, des pathogènes, toujours dans la monoculture, quoi. Mais si tu gères bien avec ta diversité et on en utilise, cette année on en a utilisé, quoi. Mais c'est vraiment des toutes petites doses, quoi. Là, on a sur tout le millésime, on est à 500 grammes, quoi. Alors c'est pas, j'aimerais ne plus l'avoir, quoi. Mais en 21, j'ai mis 0 phyto, vraiment 0-0. On n'a que fait des têtes compost. Et en 2021, ça n'a pas tenu, quoi. Et parce que je ne maîtrisais pas encore, et puis je devais vraiment aller tête baissée, mais comme j'ai dit, quand je fais des essais, j'y vais à fond et je fais tout, quoi. Là, je me suis fait avoir en 21, quoi. On n'a vraiment pas eu de souci de mildiou. On a eu 2-3 parcelles attaquées parce que ça a pris la grêle, le gel, et du coup, c'était des vignettes déjà affaiblies. C'est comme si on avait fait une mauvaise pratique dans les vignes, et du coup, là, ça prend le mildiou. C'est pareil, hein, c'est comme nous, si on est affaibli, on tombe malade, quoi. Viens, on peut s'avancer, je vais te montrer un truc, là. Là, c'est une rangée de pinot noir. Donc, pinot noir qui n'est pas résistant au mildiou, qui a été traité en même temps que la Gewürz qui est à côté, là. Et tu le vois, hein, ça a à peine poussé, il n'y a plus de feuilles dessus, parce que ça a pris mildiou carabiné, quoi. Et à côté, 0 traitement. Et tu regardes, la vigne, elle a poussé, elle prend encore des réserves aujourd'hui, là. Alors que ça, c'est fini, ça prend plus de réserves. Ça va juste pousser fatigué l'année prochaine. Mais rien que là, tu te dis, ouais, pourquoi on travaille avec des cépages qui ont envie de mourir, quoi. Bizarre. Ben voilà, donc... Et là, ce qui est aussi intéressant, parce que c'est vrai que l'hybride, quand tu travailles qu'avec un cépage, des fois, c'est un peu dilué, c'est un peu chiant. Et là, l'idée, c'est de diversifier vraiment. Donc, on met plein d'individus sur une parcelle. Alors, bien sûr, c'est de la monoculture, c'est que de la vigne. Mais on diversifie la génétique. Et du coup, derrière, si vraiment un jour il y a un pathogène dans un ou à l'autre, ça ne va pas vraiment se développer comme si c'était vraiment une parcelle entière que du même cépage. À travers des portraits de ferme, des webinaires, des conférences, nous faisons tout notre possible pour mettre un maximum de savoir à votre disposition. Mais pour approfondir le sujet, nos experts vous proposent aussi des formations entièrement finançables Vivea. Vous trouverez un lien vers notre catalogue en commentaire. Là, on est à 7500 pieds hectares. Et là, tu vois, j'ai semé des engrais verts dans tous les rangs. Donc au printemps, la vigne, tu la verras plus, hein. Très vite, hein, le 15 mai, la vigne sera quasiment sous les engrais verts. Et vu qu'elle est résistante, ça ne me fait pas peur, quoi. Aucun problème. Et puis même s'il y a des gelées très tôt, quoi, normalement l'engrais vert sera assez haut pour protéger la vigne, quoi. Donc ça, c'est aussi intéressant de travailler comme ça. C'est soit tu travailles avec ton engrais vert pour que ton engrais vert soit assez haut par rapport à ta vigne, pour que le froid passe au-dessus. Et si ton engrais vert n'a pas poussé, qu'il reste bas,
bon, bah, tu essayes de faire en sorte que tu passes un Rolofaca ou quelque chose avant, ou alors tu fous du sucre ou du minéral sur ta plante pour qu'elle soit un peu plus résistante au froid, quoi. Mais bon, ça reste du cépage quand même très résistant. Enfin, tu vois, ça prend des réserves. Donc je pense que même si ça prend une gelée, ça repousse derrière sans problème. Et ça fait peut-être même une récolte après, quoi. Nous, sur des cépages comme ça prend du froid. Derrière, ça pousse mal, ça fait plus de raisin. Et l'année d'après, tu es encore impacté, quoi. Donc, et de plus en plus, au printemps, c'est tendu, quoi, le froid. Donc encore une fois, ça a un avantage, quoi. Là, tu as légumineuses, pois, donc pois, févérole, un peu de vesse. Et après, tu as un peu de céréales, donc il y a un peu d'avoine, seigle, fourragé. Il y a du radis, donc crucifère, radis fourragé, radis chinois. On essaye un peu de diversifier les mélanges comme ça, quoi. Après, il y a un peu de moutarde avec. Ça, c'est un peu de nématicide, mais on en met très peu. Un peu de facélie, moutarde. Mais ça, il n'y a pas grand-chose. Mais on en met dedans. On n'a plus vraiment le souci de nématodes parce que justement, les sols commencent à être vivants. Mais sur des sols vraiment foutus où tu as des gros problèmes de cournoyer, de nématodes qui refilent le cournoyer à la vigne, on devait les arracher. Et pour être sûr, on laissait 3 ans avec des plantes nématicides. Donc c'était soit facélie, soit moutarde. Vraiment pour dégager le nématode. Mais encore une fois, tu traitais le problème pour de nouveau l'avoir 10 ans après, quoi. C'est vrai, si tu as un sol vivant, ça se régule aussi. Encore une fois, tu as de la diversité dans le sol, tu n'as pas de problème de nématodes, quoi. Tu as d'autres nématodes qui mangent les nématodes néfastes. Donc voilà, il faut travailler avec les vivants, tout simplement. En fait, tu n'as rien à faire quand tu travailles avec les vivants, quoi. Pas grand-chose. Tu pilotes, quoi. Oui, c'est plus facile, ça prend moins de temps, quoi. Là où tu prends du temps, c'est plus aller te balader, regarder, observer, et puis à y aller au bon moment, quoi. Pas parce que c'est le 1er du mois et que l'année dernière on a fait comme ça, quoi. Et là, tu as l'exemple d'une haie champêtre, tu vois, qu'on a planté la semaine dernière, ce que je t'ai dit là. Donc là, tu as le buisson qui va pousser. Donc les gros piquets, là, c'est le auget. Tu as de nouveau un petit buisson. Là, on a mis deux arbustes. Donc là, en général, ouais, là, tu vois, tu as du noisetier. Donc ça va monter, ça fait facile 3-4 mètres, hein, sans problème. On pourra les tailler sur le côté pour pas que ce soit trop envahissant. Après, tu as de nouveau du petit buisson, du auget et du buisson. Et dans la parcelle, voilà, ça crée une diversité. Ça, c'est le problème aussi des sangliers. Les engrais verts, tu vois comme ils poussent bien là. En fait, les engrais verts, si tu fais rien, en général, quand ça germe, les sangliers rentrent dedans et te labourent tout, quoi. Surtout si c'était le premier. Donc moi, maintenant, ce que je fais de l'enrobage, donc où je mets des acides aminés pour que ça pousse bien. Et en plus, je mets du piment. Je mets une bonne dose d'habanero. Là, si tu goûtes les feuilles, il y a des fois, tu sens encore un peu le piquant, quoi. Donc les sangliers, ils y vont plus, quoi. Quand les grands-parents, à l'époque, quand les arrière-grands-parents déménageaient, tu récupérais des quantités d'eau de Cologne. Et je l'ai fait, ça, je récupère des t-shirts et je mettais de l'eau de Cologne partout, quoi. Donc j'ai des t-shirts, tu les voyais d'ici sur le gunner, sur tout le grillage, je mettais de l'eau de Cologne. Ça marche une semaine, une fois qu'ils sont habitués à l'odeur, ils repassent, quoi. Ouais, c'est du sorgho, c'est des petits restes de l'année dernière. C'est une parcelle en fait qui au fond, je l'ai récupérée il y a 2 ans. Parce que j'ai fait un échange avec un vigneron d'Orchulaire, donc pour agrandir un peu mon îlot, quoi. Et donc je l'ai eu après, donc c'est pour ça que j'ai planté du sorgho dedans. Là, tu as environ 7 mètres ici. L'ensemble fait 10 mètres, et puis là, ouais, c'est à peu près dans les 7-8 mètres, ouais, de haies. Et après, tu regardes, tu vois, j'en ai plusieurs dedans. En haut, là où il y a le grand arbre, là, j'en ai encore planté des petits, j'en ai un tout en haut. Ici, on en a 11. Prunaire. Donc c'est les plantes qui te font chier, les plantes difficiles à gérer. Non, ce que tu as là, en fait, ça c'est vraiment ce que j'ai semé, tu vois. Ah, les amarantes, ouais. Ouais, exact, ouais, c'est ça. Parce que, oui, c'est un plantier, on a bien travaillé le cavaillon durant l'année. Et tu as les plantes pionnières. En fait, c'est des plantes qui viennent dégrader l'azote dans les sols en excès pour recharger en carbone. Parce que l'azote, c'est un peu le polluant, quoi. Et du coup, quand tu laisses vraiment de l'air pousser, t'as plus ces plantes là, et donc tu te retrouves avec des
des jolis couverts. Ça, quand tu regardes une herbe comme ça, les gens disent waouh, c'est beau, c'est propre, c'est comme à la maison, quoi. Mais ça, en réalité, si tu creuses, le sol, c'est du béton. Hein. Parce que c'est fauché 5-6 fois dans l'année. Je peux te dire que quand il pleut, il n'y a pas beaucoup d'eau qui descend. Parce que là. C'est tes vignes aussi, du coup ? Ça, non, c'est pas moi, ça. Ok, Non, non. je me disais. Non, non, non. Ouais. Non, non, non. Bah, si, peut-être, tu peux avoir un recul. Non, 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 rien à voir. Là, tu vois tout de suite comme c'est taillé. Ouais. Et tu vois là, ça aussi, tu vois là que c'est rogné. Tu vois ici, là, comme c'est rogné. Nous, on fait pas de rognage comme ça. En fait, le fait de faire un rognage, le problème, c'est que tu vas couper les apex, stresser ta plante. Ta plante va devoir cicatriser toutes ses plaies de taille. Et en plus de ça, vu que tu enlèves tous les apex en fait envoient un signal aux racines. Donc les apex envoient de l'oxine aux racines. Et les racines envoient, c'est une autre molécule, je ne sais plus, aux apex. Mais il y a un échange de 2 molécules. Si les 2 ne fonctionnent pas, la plante, elle se met en arrêt. Elle bloque. C'est qu'il y a un problème soit aux racines, soit un problème au niveau de l'apex de la pointe de pouce, quoi. Le fait de couper les apex, là, ce qui va se passer, c'est que tu crées un stress. Donc, ça doit mettre de la gomme directement là-haut. Donc, déjà, tu puises un peu dans tes réserves. Et après, ça va développer tout ça. Là, tu regardes. Là, tu vois tous les entrecœurs, là. Tu vois ça ? En fait, ça sort les entrecœurs en fait, du sarment. Et en fait, au niveau de ta zone de grappe, si tu as ces entrecœurs-là qui sortent, ça te crée en fait des entassements végétatifs. Et dans les années humides comme on a eu cette année, ça crée en fait des pourritures, quoi. Et même tu le vois au niveau du bois, quoi, il y a des problèmes d'ahoutement. Tout ça là, ça c'est pas normal, quoi. C'est que il y a une mauvaise gestion en fait. Vous verrez tout à l'heure après sur les parcelles, nous on n'a pas de bois comme ça. Parce on maîtrise la taille, c'est bourgeonné. On a des bois beaucoup plus ahoutés, mûrs, quoi. Et en fait, plus il y a de bois, plus on va faire du raisin avec la vigne. Mais le problème, c'est qu'on va faire plein de raisins, et la vigne s'épuise. Et donc, vu qu'elle s'épuise, elle affaiblit, derrière, après, elle prend les maladies pour rien, quoi. Moi, j'ai pas envie d'arracher. En fait, je vois le boulot que c'est d'arracher une vigne, de tout replanter, d'attendre 3, 4 ans, 5 ans, des fois, même des fois plus. Pourquoi ? T'as dépensé d'argent, t'as perdu du temps, t'as pas récolté pendant 4 ans. En fait, il suffit de bien bosser tes vignes et tu peux les garder 100 ans, aucun problème. Donc là, en ce moment, là, avant que tu arrives, on était dans les vignes avec les gars et puis là, on était en train de changer tous les fils dans les vieilles parcelles pour avoir un plan de palissage correct. Voilà, en fait, on préfère aussi pérenniser nos vieilles parcelles comme si elles étaient neuves. Donc, on va tailler d'une autre manière. Donc, on va tout allonger, faire comme on pense, d'une autre manière. Comme si c'était une jeune après d'un coup, quoi. En dépensant 10 fois moins, quoi. Donc, encore une fois, tu fais des économies, quoi. Ouais. Pareil, quand on plante une parcelle, ne nous fait pas de demande de subvention. Tu pourrais le faire, quoi. Tu pourrais demander des demandes. Mais bon, tu seras obligé de mettre du clone. Tu es obligé de. Enfin, voilà, tu es obligé de respecter des normes que nous, on ne veut pas, quoi. Donc, on le fait pas, quoi. Du clone ? Du clone, c'est tu prends un individu et tu le clones fois 100 000, et puis quand tu plantes une parcelle, tu n'as que la même personne dans la parcelle. C'est le cahier des charges qui veut ça en Alsace, si tu veux, c'est qu'on veut uniformiser les choses, c'est que tous les gens qui font, par exemple, tous les vignerons qui sont dans le cahier des charges alsacien, qui font du Riesling, il faut qu'ils soient secs et qu'ils goûtent comme tout le monde. Le gars qui t'achète du vin à l'autre bout de la planète, s'il achète un Riesling, il faut qu'il soit comme tout le monde. Il ne faut pas qu'il y ait la patte du vigneron vraiment dedans, ils n'aiment pas ça, quoi. L'idée, c'est que tout le monde fasse la même chose. Un parmesan, tu veux que ça goûte parmesan. Tu vois, c'est un peu le problème, hein. Et si un jour, tu as un gars qui fait du parmesan un peu différemment, il va se faire sortir de l'appellation, quoi. Ouais, c'est un peu pareil. C'est pour ça que le cahier des charges, nous, c'est un peu une prison. Ça nous embête. On préfère, en tant que vigneron, faire comme on pense, se faire plaisir, derrière faire des vins différents. Et justement, les gens qui achètent notre vin, ils ont envie de boire notre vin, quoi, et pas une appellation, quoi. Les gens, en fait, qui nous suivent et qui boivent nos vins, ils le disent, hein, déjà d'une année à l'autre, ça change, c'est jamais la même chose. La typicité, ça reste la même, mais les équilibres changent. Et après, ce qu'il y a, c'est que voilà, les étiquettes sont très différentes. Le vin se digère beaucoup mieux, parce que c'est nature. C'est presque, on a l'impression de boire de la vitamine, c'est pas des conneries, hein.
pendant les vendanges, les gens qui sont là, pendant un mois, tous les soirs, on boit du vin, alors que le reste de l'année, on n'en boit pas autant. Hein. Mais on travaille toute la journée, on est en forme, aucun problème, quoi. Tu ferais ça avec des vins pétés de sulfite, avec des acides, avec du sorbate dedans, des conneries comme ça, je peux te dire que le lendemain, tu te lèves pas, quoi. Hein. Là, tu es sous chimio le lendemain, tu te lèves pas, quoi. Donc voilà, c'est la petite différence, quoi. Mais voilà, les gens à l'autre bout de la planète, encore une fois, quand ils achètent du vin d'Alsace, ils achètent quoi? Du vin français. Ils ne savent pas où c'est l'Alsace. C'est comme toi, tu vas acheter une bouteille voilà, d'un autre pays et tu dis le pays, c'est un vin de ce pays. Tu dis pas c'est un vin de la région de ce pays. C'est un peu pareil hein, à l'étranger. Donc tu es en vin de France ou en appellation d'Alsace, ouais, pour les gens c'est pareil. Hein. C'est pour ça que l'appellation en réalité. Là comme dit, on est sur la première parcelle qu'on a conduit une agroforesterie. Donc là on est vraiment sur 2 hectares sur cette partie-là. Et donc j'ai une première partie là-bas de 70 arbres qu'on a plantés en 2016, Gewürz, Pinot Gris. Là on a les Pinot Gris, Pinot Blanc Auxerrois, du coup qui ont été plantés en 93. Et les Riesling là-bas qui a été planté dans les années 70, début 70. Donc toute cette partie ici là jusqu'à 93 c'était encore mon grand-père. Et moi j'ai planté la dernière parcelle Pinot Gris Gewürz au fond en 2016. Du coup, là, c'est 9500 pieds hectares, c'est beaucoup plus serré, enfin, un peu fait différemment, quoi. Donc, pareil, on fait un trou à la main. Donc là, c'était planté à la machine, quoi, donc racines longues. Les racines, en fait, le problème, comme c'était planté, là, c'était que toutes les racines se retrouvent en fait emmêlées ensemble. Et vu que c'est de la vigne, le bois ne se soude pas. Et en grandissant, les racines finissent par s'étrangler, comme c'est planté là. C'est pour ça que des fois, on a de la mortalité, pas forcément du champignon, mais d'une mauvaise plantation. Et à côté, du coup, on a fait un trou. On a coupé toutes les racines qu'on ne voulait pas, on a laissé 3 principales pour qu'il y ait juste ces 3 racines qui prennent le volume et qu'elles finissent pas par s'étrangler, quoi. Donc on plante pour 100 ans, dans l'idée. C'est ce qu'on aimerait, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça de toute façon, quand tu fais tout ça, tu penses toujours à derrière ce qui va y avoir parce que sinon, moi je vends tout aujourd'hui et puis voilà, le patrimoine est tellement grand que tu sais très bien que tu fais vivre une génération facilement, quoi. Donc, mais quand tu fais tout ça, dans tous les cas, c'est parce que tu le fais avec passion et que tu penses à l'avenir, quoi. Du coup, là, on voit un peu là ce que j'ai semé, là, tu vois. Ça commence à sortir. C'est semé en direct, là, tu vois. C'est des dents qui vont dans le sol et après, au printemps, ça arrive là, quoi. Ça fait à peu près cette taille-là et puis... on passe le rouleau faca et tu as un joli paillage au sol, naturel. Là, c'est la Févérox en premier. Ouais, en fait, tu vois, quand il manque un pied de vigne, donc là du coup, il le manque, on met un petit buisson. Parce que en réalité, là, le premier pied, il est super chiant. Donc, à l'avenir, certainement qu'ils vont tous sauter. Et on va planter à chaque fois des petits buissons en piquet de tête. Si tu regardes là-bas la jeune plantation, on a déjà fait ça. Tu le vois d'ici là. En fait, si tout le monde faisait ça, ça serait déjà pas mal. Si tu imagines partout là sur les vignes, là, à chaque fois que tu vois un piquet de tête, tu as un buisson, ce serait déjà pas mal. Mais là, pour le coup, tu as le buisson. Là. Là, tu vois, tu as le auget. Donc là, c'est un chêne. Après, là, tu as le buisson de nouveau. Après, là, tu as l'arbuste. Là, il y en a un qui est mort. Et après, tu as de nouveau les 2 petits buissons. Et là, de nouveau un auget. Donc pareil, là c'est un noyer, tu vois, ça galère les noyers. Planté en 2020, c'est encore tout petit. Et de nouveau un petit buisson. Alors, une fois que ce sera en place, faut s'imaginer, ça va être sympa, quoi. Là encore c'est un îlot, il n'est pas super bien développé, tu en as d'autres plus sympas. Et tu vois là, pareil, hein, quand on a mis les ancrages, on n'a pas mis de pied de vigne, on a mis un buisson. Et là, si vous regardez bien, vous voyez plein de trous là. Ça c'est les souris là. Vu que j'ai mis les graines dans le sol, elles viennent les manger. Je me suis retrouvé une année, c'est pour ça qu'après j'ai mis les perchoirs. Là on en voit un là-bas, un perchoir. Là. Et j'ai mis les perchoirs parce qu'ils me mangeaient vraiment toutes les graines. J'avais rien qui levait. J'étais assez envahi, maintenant ça va un peu mieux, quoi. Après cette année il a beaucoup flotté, j'ai l'impression que ça les a calmés, quoi. Je crois qu'ils aiment pas trop l'eau. Du coup là c'est un peu plus développé. Là on le voit un peu. T'as juste les augets qui sont un peu petits. Mais... là, on voit bien l'aubépine là qui prend du volume.
Lui, là, il peut encore monter, il peut au moins faire le double, hein, facile, en hauteur. Puis voilà, ça va vraiment se fermer et ouais, ça va être vraiment cool. Là, un chêne qui est tout petit, comme j'ai dit, hein, les chênes, c'est vraiment, ça galère, hein. Ça reste petit, vraiment, faut vraiment du temps. Et là, c'est érable champêtre. Ça pousse bien, ça va. Celui-là, il est pas super ouf. Il y en a des plus beaux sur la parcelle, mais c'est déjà pas mal, quoi. Commence à venir, quoi. Bah aussi, bon là, t'es en plaine, hein. Tu vois, je sais pas, du Lagenberg. Tu te lèves un peu, tu regardes, il n'y aura pas un arbre à l'horizon, il n'y a pas une haie champêtre à l'horizon, c'est le désert total. Et après, tu arrives dans les maïs où c'est le désert aussi, quoi. Là, tu attires vraiment des auxiliaires, des insectes. Tu vois, dans la vigne, vu qu'on cherche, nous, à ouvrir, à tout ébourgeonner pour éviter d'avoir ces pathogènes qui s'installent. Mais dans un buisson comme ça, c'est tout le contraire. On cherche à avoir quelque chose de très confiné, touffu. Les arbres, quand on va les tailler, on va laisser vraiment le bois par terre pour entasser des bois et, encore une fois, nicher d'autres choses. Enfin, voilà, apporter des trucs qu'on n'a pas forcément dans la vigne, mais qui restent là. Et que ils arrivent en fait à se balader. Les auxiliaires, ils font environ 50 mètres. Et en fait, le fait d'avoir des auxiliaires, bon, déjà, c'est pour éviter les pathogènes sur la vigne, mais il faut que les oiseaux, qui nichent ici, ont aussi des choses à manger, pour éviter qu'ils mangent le raisin. Après, la diversité des arbres et tout ce qui pousse dessus, voilà, c'est un truc en plus. Et voilà, il faut vraiment créer quelque chose d'équilibré pour que ça fonctionne, quoi. Après, on voit des choses, hein. Comme dit, rien que d'avoir fait, on a mis un perchoir, là, tu vois maintenant des rapaces qu'on n'avait pas avant ici, quoi. On n'avait pas du tout. T'as ça, et puis après, tu vois des oiseaux sortir, mais sans plus. T'as des petits nids qui s'installent, hein, mais finalement, on a toujours eu des oiseaux, mais là, et des nids dans les vignes. Et des insectes, comme dit, les auxiliaires, c'est pas parce que tu vois une sauterelle que tu as un auxiliaire en plus, hein. Ça, t'en as partout, hein. Mais là, c'est des auxiliaires finalement que tu vois pas vraiment, quoi. C'est des fois tout petits et je pense que ça va se ressentir. Après, je dis ici, on voit quand les effets parce qu'on met pas du tout d'insecticides, des choses comme ça. Nous, on n'a pas de soucis, quoi. Même avec les mouches cette année, ils ont eu pas mal de foyers d'acétique, des problèmes de drosophile. Nous, on n'avait pas de soucis là, quoi. Et quand tu as de l'herbe, et encore là, avant les vendanges, on a quand même passé une faucheuse, hein. Enfin, le broyeur ici avant de semer, quoi. Donc tu as l'impression que voilà, il n'y a rien, que c'est nickel propre. Mais en réalité, tu vas en été, il y a de la masse, quoi. Par terre, c'est vraiment touffu, quoi. Il y a de l'herbe. Donc quand tu as beaucoup d'herbe comme ça, très dense, pareil, hein, tu as de la vie là-dedans. Là, tu vois, c'est quand même... c'est presque comme dans un verger, quoi. Qui n'est pas vraiment fauché tous les ans, quoi. Mais non, il faut... Encore une fois, si tu vas aller vite, effectivement, tu fous une dent dans le sol. Tu vois, là, si tu vas aller vite. Tu ouvres ton sol, ça l'aère, ça minéralise, hop, ça envoie des nutriments, paf, au printemps ça dégomme. Tu peux aller vite, hein, mais du coup ton sol, il n'est pas en bonne santé, quoi. C'est juste, ça a super effet sur le coup, mais après derrière, les couverts là que je fais, franchement, je m'embête pas trop. C'est ce petit mélange là, ce qu'on fait en général, hein. Quand tu mets de la légumineuse, céréales crucifères. Après, moi, j'essaie de diversifier. Je ne mets pas juste 3 graines, quoi. Là, on a une dizaine de graines. Voilà, je rajoute toujours on essaye de faire au moins une dizaine de variétés, quoi. T'en as qui vont pas pousser. T'en as qui vont pousser après le roulage. Genre, des fois, des trèfles. Ça pousse bien après, quoi. Donc, c'est intéressant. Donc, moi, tu as toujours un petit couvert. Un trèfle ne pose pas de problème, hein. On a déjà fait ça sous le cavaillon, parce qu'on voulait avoir, au début quand même, on voulait avoir un cavaillon propre. Donc on s'est dit, tiens, on va semer des trèfles sous le cavaillon pour que ce soit propre. Et en fait, ça met un temps fou à mettre ça en place. Et le temps que ça pousse et tout, après on arrête. Et finalement, alors le conseil premier, c'est de, dans tous les cas, c'est pas se cramer les ailes, faire tout d'un coup, quoi. Donc partir déjà sur une bonne taille pour la vigne. Ça pour moi c'est déjà la base. Une fois que tu as une vigne solide, tu peux aller avec un enherbement total. Mais bien sûr maîtriser, quoi. Faut maîtriser l'herbe dans tous les cas. Après ça, comme dit, une fois que tu as maîtrisé ton herbe et ta vigne,
Ce qui est super intéressant, c'est de chercher à planter des arbres là où tu le sens. Ça peut être dans la rangée, ça peut être comme moi en îlot, ça peut être juste en bout de rangée, faire des haies là où tu peux en faire, c'est déjà bien, quoi. Et puis après, la dernière étape, c'est d'enlever tous les intrants, quoi. Donc tout ce qui est engrais, les engrais foliaires, en fait tout se fait maison, quoi. Tu peux faire des acides aminés maison. Voilà, faut faire un maximum avec ce qu'on a. Mais ouais, je pense que la dernière étape, c'est ça, c'est enlever tout fertilisant, tout intrant dans les vignes, inutile. En fait, c'est juste ça qui nous tient à chaque fois, le rendement, penser rendement. En fait, il faut sortir tout ça de la tête et être le plus indépendant possible dans la tête, en fait. Et pour se sentir bien, en fait, tout simplement. Les ressources, pour plein de formations, c'est vers de terre production. Moi, je suis vers de terre production maintenant depuis bien 5 ans. J'avais fait pas mal de formations là-bas qui m'ont ouvert les yeux sur plein de choses. On voit plein de bonnes personnes et dans plein de fermes, dans différents secteurs. Et puis du coup, même si on fait des formations qui n'ont rien à voir avec la vigne, dans l'agriculture en général, même dans le bétail, peu importe, mais il y a toujours des choses à apprendre, quoi. C'est hyper complet, je trouve, chez Vertère Production, les formations qu'ils proposent. Il faut juste oser y aller, même si on pense que ça ne va pas nous intéresser. On trouve toujours des trucs intéressants. On l'a pas replanté, il a poussé là. On a vu justement sortir un chêne là, au moment où on a planté tous les autres arbres. Puis on lui a mis un bâton et un filet. Et regarde la différence par rapport au châtaignier qui est à côté. Alors que c'est la même année, sauf que c'est un spontané. Là, tu es sur une racine pivotante directe qui est en place. Ça résiste beaucoup mieux, quoi. Peut-être qu'à l'avenir, on va tester ça, faire vraiment de la plantation directe. Donc faire nos semences dans la parcelle, quoi. On voit l'effet, hein. Et sur des années compliquées, tu vois, cette année, il y a nos petits chênes qui sont dans les sachets, ils ont pris l'oïdium, alors que lui, il est resté nickel, quoi. Il a gardé ses feuilles, il restait bien, quoi. Donc il y a une autre résistance aussi, quoi. Mais en tout cas, voilà, ça donne un peu l'idée de ce que ça peut donner à l'avenir. Là, c'est un jeune arbre, hein, comme dit, il a 4 ans, quoi. Puis, faut s'imaginer que quand il aura 10 ans, il va déjà imposer, quoi. Et là, il ne dérange plus du tout la vigne, hein. Dans 3-4 ans, les branches basses, on va encore une fois les enlever. Il va monter, donc il va vraiment faire son job de haut-jet, quoi. Et puis il va créer cette ombre très très pivotante, quoi. Donc selon de là où vient le soleil, à chaque fois l'ombre va bouger. Et donc tout ce qui est derrière lui, ça va profiter un peu de frais, quoi. C'est pas une ombre qui est statique. C'est pas comme si on venait couper là, tac, à hauteur d'homme et faire une trogne et avoir une ombre qui fait juste pouf. Donc là on voit il est très dynamique, hein, il va encore un peu monter, mais combien de temps ça je sais pas. Donc ouais, le châtaignier là on voit, tu vois, c'est la façon qu'on vient de le planter cette année, il a 4 ans, quoi. Mais bon, il pousse, hein, l'année prochaine il sera beau, hein. Ouais. Je vais te montrer justement par rapport, là on est quand même sur Lagenberg où tout est sec en été. Bon, pas cette année parce qu'il a plu, mais en général l'herbe ici elle sèche, hein, il y a tout qui sèche. Et justement là-bas on a vraiment une source, une veine d'eau. Et puis voilà, l'idée de, dans ces endroits comme ça, pourquoi pas planter des arbres d'eau, quoi, sur des endroits très secs. Toujours inondés, il y a toujours un peu d'eau. Et donc on sait qu'il y a toujours cette veine d'eau qui vient d'en haut. On le voit même, les arbres sont plus hauts là-haut. Et donc là on a planté ce petit sol blanc et puis et là-bas encore un. À l'époque, j'ai acheté une mini-pelle exprès pour refaire mes talus. Je te parlais à l'époque quand on était en chimie, hein, parce que tout était désherbé, hein. Et puis vraiment sur le haut du talus, on passait une rampe et c'était désherbé, quoi. Et donc le talus était un peu désherbé aussi. Et la terre, vu que c'est du sable, tout foutait le camp. Alors c'était vraiment moche, hein, parce qu'il restait une petite bande d'herbe. Et là, pour le coup, je devais tous les hivers remonter la terre. Mais depuis que je laisse tout l'air pousser, plus rien qui bouge. Et limite, j'ai l'impression que j'ai de la terre qui s'accumule dessus, c'est assez bizarre, quoi. Et puis c'est très meuble, comme dit, quand on plante des arbres, c'est tout mou. Alors qu'avant, la terre ici, c'était du béton. Maintenant, c'est vraiment très, très souple. Alors c'était dans les années où vraiment on était à fond, on mettait de la paille tous les ans, là.
on déroulait des bottes de paille sur le sol, vraiment pour enrichir à fond en carbone. Donc 100 mètres d'azote pour le humifier plus vite. C'est vraiment que de la paille, on mettait tous les ans. On déroulait environ, là, juste là sur les 3 hectares, on faisait environ 300 balles de paille. Et justement à l'époque, pour voir vraiment si c'était bien actif, s'il y avait de la vie qui s'installait, on avait fait une analyse et c'était encore écrit que ça ne suffisait pas, quoi, qu'on devait encore rajouter. Donc les sols étaient très appauvris, quoi. Je ne sais plus en temps de matière organique, en pourcentage, on était, je crois, à 1,5, 2, enfin je ne sais plus, c'était très très bas, quoi. Là, on vise quand même au moins les 4%, quoi. 4-5 sur des sols comme ça, ce serait bien. Mais bon, là, il faut encore bosser, quoi. Donc là, ce qu'on fait, là, ça a été semé dedans. Là, on ne le voit pas parce que c'est encore des graines. Ça a été semé en direct dedans. Et donc, au printemps, on se retrouve avec une biomasse quand même assez importante au niveau du sol. Et puis là, on passe juste sur holofaca. Et voilà, avec le temps, ça crée toujours du carbone, quoi. Tu vois, pour le coup, un aubépine. Donc là, lui, je vais le tailler là, cet hiver. Je vais lui laisser vraiment un tronc. Et tu vois, comme c'est dynamique, ça s'étale pas trop finalement, quoi. Ça monte. Je pourrais faire un arbre de peut-être 2-3 mètres de haut sans problème. Donc c'est plutôt cool. Alors quand ils sont en bande et que tu vas là-haut, quand ils sont vraiment en bande et qu'il y en a plein, ça reste tout petit, ça s'étale, ça fait vraiment quelque chose de très dense. Mais seul, c'est intéressant. Et encore une fois, l'aubépine, ça fait plein de petites baies, tu vois, ça nourrit les oiseaux, c'est une diversité. Les autres trucs, ça pousse quand même pas mal, dans l'ensemble, quoi. Surtout quand tu connais le climat et comment c'est en été. Quand tu viens ici en été et que tout le monde dit le ressenti, c'est 35, quand tu es ici, tu as l'impression qu'il fait 50 degrés, quoi. Ça tape vraiment fort. Le sol, vu que c'est du sable, tu as cette chaleur qui remonte, c'est très chaud, quoi. Et tu as toute l'herbe, comme dit, qui sèche. Donc l'arbre, tu as l'impression qu'il ne va pas tenir. Mais voilà, tu as quand même une superbe résistance, quoi. Quand là, pour le coup, là, tu vois la petite ligne, là, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Là, j'ai planté de la pêche, des nachis, de l'abricotier. Et ici, on vient les arroser en plus. Mais voilà, c'est du fruitier greffé. C'est des trucs que tu mets dans le jardin. Aucune résistance, quoi. C'est un peu de la connerie, quoi. Donc bon, après c'est une expérience aussi, on sait que c'est pas la peine, quoi. On n'a pas le temps d'aller... Comme dit, on vient au moins les arroser 3 fois dans l'année, ceux-là. Depuis 4 ans, quoi. Et ça crève quand même. Et on replante et... non, c'est pas fait pour, quoi. Donc voilà, c'est pour ça le champêtre. De la ville mariée, on a un étang, en fait, un peu plus bas, en plaine. Et là, on a planté des arbres parce que c'était des champs, quoi, autour de l'étang. Et on s'est dit pourquoi pas aller mettre un pied de vigne à l'arbre pour voir ce que ça donne. Mais ouais, je sais pas. Moi, je trouve que ça reste quand même toujours plus simple là aujourd'hui d'avoir un plan de paillissage et de l'arbre autour. Après, peut-être que je dirais autre chose dans 10 ans, je sais pas. C'est la partie, si tu veux, où vraiment tu vois la forme des terrasses. C'est vraiment sympa, quoi. Quand tu vas derrière, parce que là, on a encore 2 fois ça derrière. Là, c'est une partie qui fait 3 hectares, et on a encore 2 fois ça. C'est l'herbe naturelle qui pousse. Là que tu vois là maintenant. Vu qu'on a eu un millésime bien pluvieux, ça s'est vachement développé, ça fait des touffes. D'habitude, tu viens à cette époque-là, l'herbe elle est toute petite parce qu'elle commence à peine à pousser. Mais là, elle ne s'est jamais arrêtée de pousser, quoi. Quand on n'a pas lissé, là tu vois pas trop, parce qu'on a vendangé, on tire les herbes. Mais ça fait des épis. Et en fait, jusqu'en haut, quand on a fermé les fils, là, tu avais l'herbe là-dedans, quoi. Parce que ça s'était développé, c'était incroyable. Si tu enlèves l'herbe complètement, si tu fais vraiment propre, la ronce, elle, quand elle rampe, tout de suite, elle s'enracine. Donc si tu laisses un couvert d'herbe, tu vois, là, tu auras un peu de ronce. Mais il faut la maîtriser, quoi. Faut pas la laisser non plus trop pousser, quoi. Faut venir la faucher de temps en temps. Ou lui mettre un coup de pioche. Mais voilà, ce sera sans plus, quoi. Ça, c'est 30 ans de mauvaises pratiques. Parce que, pour un peu expliquer,
un pied de vigne, en fait, quand il pousse, là, il a fait un nouveau pied de vigne parce qu'on avait, là, chaque fois qu'on avait coupé dedans, si tu veux, là, on avait complètement supprimé tout un système vasculaire jusqu'à la racine. Donc, à l'intérieur, il y a plein de bois morts. Et donc, tout ça, si tu veux, tout ce que tu vois, ça sert à rien, quoi. Là, cette partie-là est vivante. Et donc, il y a juste une partie là du pied qui est vivant. Et donc, maintenant, dans notre philosophie, c'est de toujours garder en fait l'extrémité, allonger en fait la plante sur la taille. On vient plus sectionner là où la vigne pousse. Tu vois, par exemple, là, s'il y a un truc qui sort, on ne va pas garder ça et supprimer ça. Tu vois, on va toujours garder l'extrémité et toujours allonger notre cep. L'année dernière, bah, ça c'était une baguette à fruits. Et là, du coup, j'avais le courson. Donc là, j'ai mon courson de l'année prochaine. Donc celui-là qui est là. Tu vois celui-là qui est là, Ouais. Et bah, lui, en fait, je viens le couper là. J'aurai mon nouveau courson. Et ça, c'est la baguette à fruits qui est là. Ça c'est la baguette à fruits de l'année dernière. Ouais. Et mon courson. Ça, c'est mon courson de l'année dernière. La baguette à fruits. Ça, c'est mon courson de cette année. Donc je couperai ici. Mhm. Il restera ça. Et ma baguette à fruits l'année prochaine. Ok. Ça, je peux le couper ici. Je ne crée pas de bois mort. Mhm. Parce que je garde mon système vasculaire intact. Un bois de 2 ans, tu peux couper dedans. Donc l'année prochaine, je couperai ça aussi. Là. Tac. Et là, j'aurai mon courson. Et l'année prochaine, j'aurai ma baguette à fruits et mon courson. Etc., etc., etc. Donc tu crées de l'allongement. Mais du coup, tu crées en fait des réserves naturelles dans ton bois. Donc de la fertilité, encore une fois, gratuite. Donc tu auras dans le temps encore plus de fertilité, même s'il y a de l'herbe, ton sap il gagnera en fait en énergie et en résistance, grâce aussi à la taille. Tu n'auras plus en fait, si je coupe là-dedans, j'ouvre les vaisseaux, quand il y a la remontée de sève, et bah du coup bah, j'ai ouvert mon cep et la sève va sortir et toute la pression qui est censée faire bien débourrer les bourgeons bah, va sortir ici. Et si tu coupes correctement ton cep, toute la pression va rester dedans, tu auras un bon débourrement qui va être très régulier. Et vu que je ne vendange plus mes réserves, bah derrière j'aurai un bon sorti des bourgeons. Ça va pousser correctement jusqu'au début juin, jusqu'à ce que la plante en fait, passe en photosynthèse elle-même. En fait, elle va pousser sur son énergie de l'année d'avant correctement, quoi. Donc je pourrais laisser de l'herbe, aucun souci, il n'y aura pas de concurrence, quoi. Donc ça, c'est des choses c'est pour ça que moi je me permets de laisser de l'herbe partout et de travailler comme ça. Si je travaillais à la conventionnelle, genre là, il y a une branche qui sort qui m'intéresse, que je coupe tout là et que je garde cette belle branche, bah du coup, c'est comme on faisait avant, on garde une trogne et on ne veut pas s'allonger ailleurs, on veut vraiment rester là. Et en fait, bah tu fais mal le boulot parce que c'est un peu à l'allemande, hein, si tu veux, quoi. On était un peu comme ça, les Alsaciens, quoi. C'était vraiment, on voulait garder le système ici, on ne voulait pas le déplacer, quoi. Et on s'est rendu compte que bah, de s'allonger un peu tous les ans, dans 30 ans, si je suis là avec le pied, pas grave, hein, on aura décalé tout d'un pied, quoi. Mais par contre, j'aurai une construction de bois super intéressante, des réserves qui s'accumulent tous les ans dedans, une autofertilité en fait, qui est juste ouf, quoi, par rapport à un cep traditionnel qui est mal taillé. Si tu fais toujours des mauvaises plaies de taille, tu vas créer du bois mort dedans. Le champignon, naturellement, il va dégrader le bois. En dégradant le bois, bah, ce champignon va dégager des toxines qui vont se véhiculer dans la sève. Alors souvent, il y a juste des symptômes de toxines de champignons. Donc on dit, ouais, il y a de l'esca. Mais sinon, il y a des fois, le champignon vient manger bah, tout le cep et du coup, bah, il finit par mourir, quoi. Il éclate et il meurt, quoi. Et ça, c'est le gros problème bah, des mauvaises pratiques de taille. Et nous, on se rend compte depuis que maintenant, ça va faire la 5e année qu'on taille en taille physio. Donc, c'est une taille qui est inventée par Marceau Boudarias et bah, qui fait aussi des formations chez Verter Production. Et bah, depuis qu'on écoute ce qu'il nous dit de faire, bah, on a beaucoup moins de pieds morts, quoi. Et on est bien content, quoi. Et c'est aussi une taille qui est, comment dire, on a envie d'aller tailler, quoi. On a envie d'aller dans les vignes et aller tailler. Alors qu'avant, on réfléchissait pas, il fallait nos 2 baguettes, le courson, on mettait où on voulait. C'était un peu comme une viticulture conventionnelle, c'est chiant, c'est tout le temps pareil. Alors que là, on s'amuse. Bah, tu vois, des fois, on descend on donne des architectures au cep. Bon, là, il ressemble un peu à rien, mais parce qu'on comprend pas trop ce qu'on a voulu faire. Mais en tout cas, c'est réfléchi. On avait un flux qui était joli là-haut, on l'a redescendu. Et en bas, là, on repart sur un courson et une baguette à fruits derrière. Et maintenant, on restera là-dessus. On fera courson baguette, courson baguette, courson baguette, courson baguette, etc.
Et là, on va rester là maintenant. Il y aura toujours cet arc-là. C'est là, on va le couper l'année prochaine. C'était la baguette à fruits. Il restera juste le courson là et la baguette à fruits là. Et courson baguette, etc. Donc c'est très simple. Hein. Et du coup, tu vas te retrouver avec des cèpes d'une autre forme à l'avenir. Sur les nouvelles plantations qu'on va faire, on n'aura plus ces grosses boules là, ces grosses têtes de sol. Parce qu'on va tout de suite tailler correctement et on va s'allonger tous les ans un petit peu. Quoi. Non, on est en dessous. On fait moins de rendement là, aujourd'hui. Ouais. Ok. Alors le conventionnel aujourd'hui fait plus de rendement, mais c'est un peu normal parce que derrière, ils injectent énormément d'argent dans les fertilisants. À l'hectare, je ne sais même pas ce que ça représente, hein, parce que c'était à l'époque on faisait ça, mais j'étais trop petit pour m'en souvenir de ce que ça coûte. Mais il y a beaucoup d'engrais au sol, tous les passages tracteurs pour passer une charrue, des choses comme ça, le gasoil, le temps. Après, tous les phytos, ils mettent des engrais foliaires. C'est que de l'argent balancé sur une plante pour te faire plus de raisins. Et naturellement, la vigne va s'épuiser en fait à faire ce raisin. Va faire logiquement, elle fait dans tous les cas un peu plus de jus, quoi. Mais c'est des vignes qui finissent aussi par mourir de faiblesse, quoi. Du coup, un conventionnel, quand il a un pied de vigne comme ça qui meurt, il l'arrache et rajoute un nouveau pied de vigne. Mais eux, ils ont des sols tellement propres qu'ils peuvent planter, c'est comme planter un pied de vigne dans un jardin, tu vois, qui est tout le temps labouré, quoi. De toute façon, c'est un peu plus cher que du conventionnel, mais nous, on essaie quand même d'avoir des prix raisonnables pour que ça reste accessible. Après, nous, bien sûr, hein, ce qu'on veut, c'est au moins réussir à investir ce qu'on a envie de faire dans les vignes, pouvoir se payer. Mais voilà, on ne cherche pas plus, comme dit, on ne cherche pas à racheter des vignes. C'est aussi ça quoi, qui est intéressant à comprendre, quoi, c'est qu'il y a des gens, des fois, ils vendent leurs bouteilles tellement chères en faisant penser comme quoi ça mérite ce prix, alors que c'est faux, quoi.